Dans les semaines qui viennent. Donc là, on rentre dans la capsule vulgaire, violent, ravi d'être là. Pour ceux qui ont la référence, vous êtes les bienvenus. Pour les autres, vous apprendrez. Donc on va discuter de mépris de classe, de conditions sociales difficiles. Et donc pour la première émission, vu qu'on est à Paris 8 et qu'on est des étudiants, on va parler de précarité étudiante. Donc je présente vite fait les personnes qui m'accompagnent. Donc on a Tam ici, donc étudiant, et Ellie, qui vont tous les deux raconter un peu leur vécu, les différentes choses qu'ils ont traversées pour pouvoir mener à bien leurs études, comment ils se retrouvent par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement. Je ferai pareil, je vais essayer de me présenter et après on réagira avec le chat pour nous donner, pour répondre à vos questions. Donc on va commencer avec Tam qui va aussi participer à l'émission d'après, donc il va nous présenter un peu d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il fait ici au final. Tam, qu'est-ce que tu fous là? Vaste question. Je vois que tu me relances à des moments pour me poser des questions pour préciser un peu si c'est pas assez clair. Donc du coup moi je m'appelle Tam, donc je suis en études de genre à Paris 8 depuis 2 ans. Je suis en M2 cette année là. Et en même temps donc je travaille aussi à côté, donc je suis assistant pédagogique dans un collège à Aubervilliers. Donc moi ce qui m'a emmené là, donc j'ai fait plusieurs facs avant. Avant d'être à Paris 8, j'étais à l'université de Guyane à Cayenne, et encore avant j'étais à l'université de Poitiers à Poitiers. Et donc sur la question de la précarité étudiante, l'angle que je trouverais le plus naturel d'aborder, en fait, c'est le fait de devoir travailler en fait à côté pour financer ses études. Et que ça, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui c'est une réelle difficulté, parce que ça veut dire qu'en fait on est dans des situations, pour certains et certaines, où on se retrouve à être obligé de faire nos études, ce qui prend déjà un temps conséquent, quand on doit travailler les cours, préparer des exposés, quand on veut vraiment s'investir dedans. Et dans le même temps, on se retrouve parfois à devoir travailler, que ce soit sur des mi-temps, des 3/4 temps ou des temps pleins, pour pouvoir payer la bouffe, pour pouvoir payer le loyer, pour pouvoir payer tout ça. Et que ça nous met aussi dans une vraie insécurité, en fait, de ne pas vraiment savoir, de jamais voir trop le bout du tunnel, à part éventuellement à la fin des études. Alors, juste pour ceux qui nous regardent, donc t'as un contrat de combien d'heures à côté de tes études? Donc moi, là, en ce moment, je suis à 18 heures. 18 heures par semaine, ouais. En plus de tes cours En plus de mes cours, c'est ça. Et donc ça représente un mi-temps à peu près, donc je crois que je suis à 630 euros par mois à peu près. Et clairement sur Paris, 630 euros, c'est très très peu pour pouvoir payer un loyer et tout ça. Donc après voilà, c'est aussi des choix par rapport à la nourriture, des choix par rapport au logement, par rapport à comment s'habiller et tout ça. Et encore, moi je me considère pas dans une des situations les plus précaires, parce que j'ai une famille qui maintenant peut potentiellement m'aider et me back-up si jamais il y a des soucis. Que je suis en colocation, donc il y a aussi une solidarité au sein de la colocation qui se crée. Et que c'est vrai que je fais encore moi, qui suis déjà dans une situation pas forcément financièrement aisée, je ne me trouve pas parmi les plus précaires des plus précaires. Ça c'est un truc qui est intéressant, parce qu'à chaque fois que je parle de précarité étudiante, ou que je discute un peu des situations sociales difficiles, un truc qui revient, les gens ils ont un peu de mal à en parler selon les personnes. Mais en fait ce qui revient à chaque fois, c'est que ils se mettent en je suis pas la plus à plaindre. En fait il y a tout le temps ce truc là de et attention aux coudes sur la table. Okay. Et il y a tout le temps ce truc de c'est difficile pour moi, donc je galère parce que je vais essayer de dire ma situation aussi. Donc moi pareil, je suis pas parisien à la base, donc je viens de la campagne. Donc effectivement 630 balles, moi je viens du Montargis en fait, Gâtinais, dédicace. Et en fait 630 euros là d'où je viens, c'est énorme. Enfin tu passes un mois incroyable. Et à Paris c'est l'équivalent de grec avec supplément social algérienne, donc c'est un peu triste. Et ouais, moi quand je me retrouve à expliquer ma situation, mais je suis quand même en master de sciences politiques, j'ai un taf où je suis pareil que toi, je taffe dans un collège de nuit, donc je suis en 20 heures payées mais 30 heures effectives, parce que je passe 2 nuits là-bas, donc ça fait que ça me bouffe un temps énorme dans ma semaine. Et ouais, il y a tout le temps ce truc là un peu de je suis pas le plus à plaindre. Et voilà, comment tu te vois vis-à-vis de ça, cette un peu illégitimité chronique des pauvres Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent en plus en ce moment. C'est quelque chose dont je discute beaucoup avec mes camarades, avec mes collègues, avec mes amis, où effectivement, on remet en question beaucoup cette notion de précarité. Parce qu'effectivement, on n'est pas tous et toutes dans les mêmes situations. Moi, par exemple, j'ai passé le concours pour être professeur il y a 2 ans. J'ai été admis au concours et j'ai refusé mon poste cette année parce qu'on m'a envoyé sur une académie dans laquelle j'avais pas envie de travailler. Excuse-moi, t'as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans, je commence à être un peu vieux déjà.
Et du coup, j'ai refusé ce poste-là parce que je voulais travailler dans le 93. Et, et en fait, c'est vrai qu'en partant de ce constat, j'avais une situation qui était très très privilégiée avec un poste de fonctionnaire et que je me suis permis en fait de le refuser. Maintenant, même si j'avais effectivement cette possibilité à un moment, actuellement, je me retrouve dans des conditions matérielles qui sont compliquées. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que la précarité, c'est aussi cette chose de très matériel et de très financier en fait, et qu'à partir du moment où tu touches 700 euros par mois, non, tu es dans une situation précaire. Même si effectivement tu fais pas partie des plus précaires et que tu as potentiellement d'autres pistes comme tu as potentiellement un capital culturel qui est peut-être plus fort, que tu as ce genre de capital là en plus, tu es quand même dans une situation économique qui est compliquée, et ça je pense qu'il faut pas se voiler la face et se dire que c'est pas vrai dessus. Je vais te couper juste une seconde parce qu'on va faire le petit quart d'heure définition. Capital culturel, donc c'est des concepts très sociologiques de Bourdieu. Donc Bourdieu, je vais pas être trop chiant, j'ai pas beaucoup de références littéraires dans mon émission, mais Bourdieu je vais le sortir. Et donc en gros, capital culturel, c'est on est tous dans des milieux sociaux différents et on est élevé avec des codes, des pratiques culturelles variées. Et en fait, il y a des pratiques culturelles qui sont légitimes. Et donc, par exemple, si on est élevé avec l'habitude d'aller au musée, de lire des bouquins, de regarder des films de Godard des années 60, ce genre de choses, en fait, on a un capital culturel énorme qui nous permet de réussir mieux à l'école, dans nos études et dans la société bien vue, en fait. Il y a une culture légitime, qu'on reviendra plus tard. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé. Et puis après, bon, vraiment très rapidement, le dernier point que je pourrais évoquer sur ces questions-là, c'est la question peut-être du droit à l'erreur aussi. C'est que quand on est dans des situations qui sont précaires, on a moins le droit à l'erreur que d'autres personnes. Moi, je vais encore prendre un exemple très personnel, c'est l'exemple de la bourse. C'est que quand j'ai commencé mes études, j'étais boursier. Donc j'étais boursier à l'échelon le plus haut. Et il se trouve que ma deuxième année, on m'a demandé de rembourser les bourses. Bon, c'était plus ou moins mérité parce que j'ai pas été en partiel, mais ça c'est une autre histoire. Mais que le fait de demander de rembourser les bourses et de prévenir qu'au dernier moment, ça m'a mis dans une position en fait où je mettais aussi en fait en jeu les études de mes frères et sœurs qui arrivaient derrière moi, parce qu'en fait je mettais toute la famille dans une situation qui était très très difficile. Parce que quand on est boursier, il y a bien une raison derrière, et quand on nous demande de rembourser cette bourse, bah c'est compliqué. Et c'est à partir de là d'ailleurs que je me suis mis à travailler. Et c'est vrai que sur ces questions-là, par rapport à d'autres personnes qui, elles, peuvent se permettre de redoubler une année, d'avoir plus de temps pour réfléchir sur leur orientation, la précarité, ça fait aussi qu'on est dans des situations plus d'urgence, avec moins ce droit, en fait, à l'erreur. Et on doit vraiment tout le temps faire attention, parce qu'on sait qu'il y a des gens derrière nous qui vont arriver, que potentiellement, il va falloir aussi aider ces gens-là, même financièrement. Et ça met aussi une pression, en fait, supplémentaire un peu sur les épaules de ceux qui sont déjà le plus précaires. Ouais, si, là, c'est intéressant ce que tu dis dans le truc de... on a moins le droit à l'erreur en étant des personnes, selon les milieux dont on vient, qui avons encore moins de chances de réussir. Parce qu'en fait, dans le capital culturel, je ne l'ai pas dit, mais ce qui compte énormément aussi, c'est est-ce que, par exemple, tes parents ont fait des études, des longues études, des études courtes, pas d'études du tout. Pour le coup, moi, j'ai eu des parents qui n'ont pas fait d'études, longues. Et donc, ça fait que quand je suis arrivé à la fac, mon grand frère l'avait déjà fait, mais c'était un monde nouveau. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus probable de se tromper quand tes parents... Enfin, moi, mon père, il m'a dit « fais un bac S parce que c'est le mieux », parce qu'on lui avait dit que c'était le mieux, et il avait raison en soi, et j'ai fait un bac ES, donc raté. Mais en fait, si ma première année, c'était un échec total. Mon prof, il m'avait dit « si t'aimes bien ça, fais ça », et c'était chiant comme la mort, et je me suis réorienté, et parce que j'ai eu cette chance-là. Mais il y a des gens, s'ils ratent la première année, leurs parents, ils peuvent leur dire « je peux pas continuer, je peux pas me permettre que tu fasses des années ratées, etc. » Et donc, les personnes en situation de précarité ont moins de chances de réussir, et en plus, ils ont beaucoup plus de chances de se tromper. Et s'ils se trompent, comme tu l'as dit avec la bourse, ils se font taper sur la gueule comme des porcs. Enfin, la bourse, par exemple, c'est un scandale, mais il y en a plein d'autres. On l'évoquera tout à l'heure avec Ellie, sur les problèmes de précarité, dans juste l'accès aux bourses qui est ultra compliqué, que parfois, moi personnellement, ça m'est arrivé 2 ans de suite. La première bourse, je la reçois en novembre, mais sauf que moi, je l'attends en septembre. Pareil pour les APL, c'est une galère sans nom. Donc toutes ces petites choses qui s'accumulent sur les personnes les plus précaires et qui font qu'à la fin, ceux qui réussissent sont des héros, et à la fin, en plus, ils se font bâcher. Et ceux qui ratent pas, vu qu'on est dans une société, ceux qui réussissent pas, vu qu'on est dans une société méritocratique, c'est que vous n'avez pas fait assez. Alors toi dans ton cas et moi dans le mien dans une autre mesure, on part de beaucoup plus loin que le fils à Bernard Arnault, qu'on chopera un jour. Voilà. Et voilà. Donc on remercie Tam, il va se préparer pour la prochaine émission, donc c'est grave cool.
Il revient juste après, oui, pour la prochaine émission. C'est ce que j'étais en train de dire. Merci la régie. Et on va accueillir Sandra, parce que moi je ne connaissais pas ton prénom, qui va aussi nous parler de son vécu. Mais avant Sandra, on va peut-être passer à Ellie qui a envie de nous dire et qui est là depuis le début. Avec plaisir. Du coup, je me présente, c'est ça ? Ouais. Sur la précarité ou sur ce que j'ai fait ici ? Tu te présentes sur ton parcours en tant qu'étudiant, donc d'où est-ce que tu viens ? Moi, j'ai dit ma ville parce que petite dédicace, et voilà. Tu dis ce que tu veux. Du coup, je fais une petite dédicace à Nathan du syndicat, il se reconnaîtra. Il l'a cherché. Ensuite, du coup, moi, je m'appelle Ellie, je suis en L2 sociaux, je suis à Paris 8. Je viens de la campagne, moi aussi. Je viens de la campagne alsacienne, du coup, pour être plus précis. Et c'est un environnement très de droite, très prolétaire. Mon père est ouvrier, ma mère, elle travaille avec les enfants. Du coup, c'est pas un milieu social hyper clean, hyper stable, puisqu'ils sont aussi séparés il y a très peu de temps. Du coup, ma situation financière, elle est un peu vacillante. Sinon, sur mon parcours, ici, c'est ma première année à Paris 8. J'ai pas fait de L1 sociaux, je viens d'art du spectacle. J'étais à Metz juste avant. Et c'était une galère sans nom ici pour s'inscrire, parce qu'il fallait que je fasse valoir mes droits en tant que personne trans, du coup que je change de nom. C'était d'ailleurs pour les inscriptions administratives, à chaque semestre, il faut que j'y retourne pour que je puisse avoir une inscription pédagogique. J'ai dû faire valoir mes droits aussi. Ouais, je vois bien. J'ai dû faire valoir mes droits aussi en tant que personne handicapée. Et du coup, là, tu vas voir le service handicap. Ça prend un petit peu de temps, c'est un peu fastidieux, mais bon, on y arrive. Mais le truc, c'est que même ton statut, il a une valeur, mais ce qui est fait avec les profs, c'est complètement arbitraire. C'est complètement arbitraire, c'est dans le sens où c'est eux qui décident finalement s'ils vont nous pénaliser ou pas. Par exemple, j'ai eu une pénalité de moins 4 points parce que j'ai rendu quelque chose en retard. J'avoue que c'était 3 semaines en retard, mais la prof était au courant que j'étais handicapé et que j'ai besoin de délais supplémentaires. Mais elle m'a quand même enlevé 4 points. Comble de l'ironie, c'est une prof qui travaille sur le handicap. Ok. Alors, juste pour le chat, donc Coolest Monkey qui demande, donc je rappelle vite fait. Donc on a Ellie à ma gauche, moi je suis Cléo, et on a Sandra à ma droite. Bon voilà, donc on pensera à mettre les noms pour la prochaine émission. Tout n'est pas parfait, mais on est mieux que le live. Et donc oui, ça c'est très intéressant. Donc ça je l'évoque vite fait pour répondre à ta question. Donc il y a un comité de précarité qui s'est monté à Paris 8, et donc ils ont fait un atelier pour expliquer leur démarche. Et donc ce que j'ai noté, c'est que surtout la précarité, c'est un mot un peu valise qu'on connaît tous. On sait tous c'est quoi être un précaire. Donc en gros c'est la galère, hein. Aller où la moulaga comme on dit. Mais en fait la précarité elle n'est pas que financière. Donc j'en parlais avec Tam tout à l'heure, mais effectivement 630 balles par mois c'est pas assez pour vivre sur Paris, en tout cas pas vivre dignement. Mais en fait il y a plein d'autres formes de précarité. Donc il y a la précarité au niveau du logement. J'ai des personnes près de moi qui habitent à 1h30 ou 2h de la fac. Donc quand on a cours à 9h, se lever à 6h pour se préparer, c'est une galère sans nom. Puis pareil pour le retour, il suffit d'avoir une journée chargée. Là on va finir à 21h, ça fait que le retour à la maison il est à minuit. Donc ça c'est ultra galère, et ça c'est pour ceux qui ont une maison, mais ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un appart, qui squattent chez un pote, etc. C'est des questions qui sont très concrètes et que c'est une galère sans nom de s'en sortir. Pareil, dans l'atelier, il l'évoquait, et que moi ça m'était jamais venu à l'esprit, et qu'au final c'est tout à fait logique. C'est la question de la précarité au logement pour les femmes, parce qu'en plus ça s'accumule, être précaire et en plus d'avoir d'autres oppressions, c'est une galère sans nom. Donc il citait des témoignages d'étudiantes de Paris, donc des camarades à nous qui étaient harcelées. On leur proposait qu'ils payent leur loyer en nature parce que c'était des filles et qu'elles n'avaient pas les moyens, et qu'après, quand tu dois appeler ton proprio pour lui dire il y a un problème d'humidité ou je sais pas quelle connerie, et que lui il t'avait proposé de te draguer, que tu dois l'inviter chez toi, c'est ultra chiant. Donc la précarité au niveau du logement, c'est une galère sans nom. Il y en a d'autres, donc la précarité alimentaire, pareil, si t'as pas de quoi bouffer ou si tu peux bouffer que de la merde, c'est chiant. Sanitaire, pas accès à la santé, et administratif, c'est là où je voulais en finir avec toi, avec Ellie, effectivement, le parcours du combattant pour aller s'inscrire à la fac, moi, pour les paplards par exemple du Navigo, pareil, c'est une galère. Pour les situations spéciales comme ton handicap, c'est toute une administration qui peut être ultra chiante, et donc qui peut repousser les plus précaires d'entre nous.
Voilà. Tu parlais du coup de l'atelier qui a eu lieu jeudi. Jeudi, ouais. Parce que moi, je faisais partie de la commission précarité étudiante du coup qui a travaillé là-dessus. Et l'atelier qui a eu lieu, il n'y avait personne de cette commission en fait. C'est les profs qui ont réinventé l'eau chaude. En fait, je me permets de tacler un petit peu parce que c'était franchement... nous, on a travaillé du coup pendant 4-5 semaines dessus. Moi, j'avais un mandat pour travailler sur le handicap, mais étant complètement débordé, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie en fait pour pouvoir m'en occuper. Mais ça tardera pas à venir, un jour ou l'autre, j'arriverai à monter des petites motions et des revendications, qui sont au final déjà là. Hein, et, sur le comité, sur le compte rendu, pardon, il y a déjà des éléments pour le handicap. Alors, Coolest Monkey, je confirme, c'est mieux que le live. Tu es un homme de goût. Merci. Une femme, pardon, excuse-moi. Tu es quelqu'un de goût. Ah, bravo, je vais me faire tacler par la commission d'avant. De ouf, ça va arriver après. Et donc là, on va passer à Sandra vite fait. Donc Sandra, est-ce que t'as... Ouais, salut, donc moi c'est Sandra. C'est ma 3e année à Paris 8. Je suis en information communication. Moi, je vais rejoindre un peu tout ce que vous avez dit donc par rapport à la précarité. Alors, déjà, je vais parler des étudiants étrangères. Moi, je suis étudiante étrangère, mais j'ai une chance où ma famille, c'est-à-dire mes parents, vivent aussi ici avec moi. Pour parler de la bourse, par exemple, moi, par exemple, j'y ai accès. Parce que voilà, j'ai ma famille qui vit avec moi en France et que je suis en France depuis un moment. Mais par exemple, moi, ma première bourse que je devais recevoir en septembre, je l'ai reçue au mois de juin. Ça a mis toute mon année scolaire, en fait, je l'ai eu sans bourse. Ma L1, c'était une bataille administrative en tant qu'étudiante étrangère, etc. Et encore, moi, j'ai de la chance. Faut savoir que 99% des étudiantes étrangères n'ont pas accès à la bourse. Quand on est étudiant étranger, on a le droit que de travailler 20 heures ou 22 heures par semaine, pour vous dire que c'est pas possible pour vivre. Je veux dire, quand on est étudiant étranger, ça veut dire on a pratiquement personne ici. On doit payer son loyer, on doit payer ses études. On sait, l'année dernière, on a la belle réforme qui s'appelle Bienvenue en France, qui est très très ironique. Puisque... Alors, excuse-moi, je vais te demander de décrire un peu la réforme Bienvenue en France pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Bienvenue en France, c'est une réforme qui nous a été proposée par notre cher gouvernement Macron et qui vise à augmenter les frais d'inscription pour les étudiantes étrangères. Alors, pour vous donner des petits chiffres, les frais d'inscription pour les étudiantes étrangères ont été multipliés par 15 ou 16. C'est pour vous dire. Alors, cette réforme, elle vise des étudiants extracommunautaires. Vous allez me demander, c'est quoi extracommunautaire ? On n'a pas trop compris, mais en gros, ça veut dire déracisés, puisque les personnes déracisées, donc les personnes non blanches, c'est-à-dire que ça exclut les personnes, les étudiantes étrangères d'Europe. Ça vise les étudiants étrangères hors Europe. Mais on sait qu'il y a eu quand même quelques accords qui ont été faits, par exemple, avec le Canada et les États-Unis. Donc ça vise les étudiants venant d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Donc des étudiants qui déjà sont en grande précarité quand ils arrivent là. Des frais d'inscription qui de base étaient déjà assez chers pour eux. Quand on pense au temps de change avec la monnaie de leur pays. Donc là, ils se retrouvent avec des frais de scolarité qui sont multipliés par 16. Petit détail, quand on s'inscrit, on doit avoir un compte en banque qui contient déjà tout l'argent qui doit être versé. Sinon, on ne peut pas s'inscrire sur Campus France. Voilà, donc ça, c'est une réforme qui a été mise en place l'année dernière, qui a été évidemment militée, notamment à Paris 8, qui a une grande communauté d'étudiantes étrangères. Et voilà, au fait, donc quand on est étudiant étranger, sans cette réforme-là, on a le droit que travailler que 20 heures par semaine, donc on se retrouve à travailler au noir. C'est tout, c'est la réalité des choses. Vous n'allez pas trouver une étudiante étrangère qui n'a pas à faire ça, parce que payer ses études, alors là, avec l'augmentation des frais d'inscription, c'est encore pire. Vivre, juste manger, etc. Et pas d'accès à la bourse, en fait, ce qui est juste pas possible. Donc, quand on parle de bourse et quand on parle de salaire étudiant aussi, il faut penser aux étudiantes étrangères qui n'ont accès à aucun des deux. En fait. Ouais, parce que justement, par rapport à Bienvenue la France, donc ouais, tu l'as dit, Paris 8, je crois que c'est l'université qui accueille le plus d'étudiantes étrangères.
Et en plus, ce qui s'est passé à Paris, c'est qu'ils ont refusé, si j'ai bien compris, d'appliquer ces frais d'inscription-là, mais que malgré le fait qu'ils l'aient refusé, le nombre de demandes a chuté, parce qu'en fait, il y avait juste eu une sorte de mauvaise pub qui avait dit la France est plus accessible aux personnes précaires des autres pays. Donc je suis pas sûr de l'information. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, message à notre chère présidente qui a mis plusieurs mois à se positionner contre cette loi. Ce qui n'était pas le cas d'autres facs. Qui est beaucoup plus rapide pour détruire le piquet de grève. Hein. On vous salue la présidente, mais on vous aime pas. Merci la présidence. Et donc voilà, Paris 8 qui est quand même une fac, enfin on est dans le 93, c'est une fac qui accueille beaucoup d'étrangers, a mis plusieurs mois, malgré les demandes, à se positionner contre Bienvenue en France, à nous dire que bon, c'était pas trop à elle de décider, etc., ce qui est évidemment pas le cas, parce que plusieurs autres facs se sont positionnés. Elle finit par se positionner contre cette réforme, mais alors, elle dit qu'elle n'appliquera pas, qu'elle va exonérer les étudiantes étrangères de ces frais-là pour la première année. On ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Et ensuite, voilà, sur Campus France, Campus France, c'est la plateforme où s'inscrivent les étudiantes étrangères de n'importe quel pays. On est obligé de passer par Campus France pour obtenir un visa d'études qui est déjà très compliqué à obtenir, si on arrive à l'obtenir. En tout cas, ça passe par Campus France. Et au fait, comme je l'ai dit, faut avoir l'argent, il faut que le compte en banque soit déjà existant avec l'argent dedans. Donc oui, on a une chute, je pense, de 60-70% des inscriptions, notamment à Paris 8, où les gens ne se sont plus inscrits parce que la France n'est plus accessible. Donc cette réforme, elle a marché. Il y a une exonération de quelques facs pour cette année. L'année prochaine, on ne sait pas tellement comment ça va se passer. Et connaissant la présidence de Paris 8, on n'aura pas forcément son soutien. D'ailleurs, je peux me permettre de rajouter quelque chose sur... Je vais faire un petit point chat, juste une seconde. Excuse-moi, mais déjà, on se bat pas dans le chat. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est la merde. Et la présidente Evener, elle vous cherche. On est en C102. On vous attend, madame. Excuse-moi. Ils vont envoyer la sécu, du coup. Ils vont envoyer la sécu. On la voit jamais. On voudrait bien la voir, la présidente. La présidente, on la voit jamais. Excuse-moi, Elie, je t'ai coupé. Moi, je veux bien laisser ma place si la présidente vient et prend le micro. Si la présidente vient, avec plaisir. Je vais rajouter un truc sur... du coup, la présidente a aussi un veto sur ce que je vais raconter. Paris 8 a un fonctionnement particulier par rapport aux autres facs, c'est que pour les étudiants étrangers et étrangères, ils ont besoin d'une dérogation. Et du coup, c'est un comité qui se regroupe et qui décide ou pas de l'admission de la personne. Ce qui fait qu'il y a 9 étudiants sur 10 à Paris 8 qui sont extra-européens, du coup, ça concerne surtout eux et elles, sont refusés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y en a énormément qui vont aller voir du coup Solidaire, vu que je suis aussi à Solidaire, je connais un peu les situations des étudiants et étudiantes. Ce qu'on peut faire, c'est globalement rien. Le comité de dérogation a eu lieu en septembre-octobre. Depuis, il n'y en a plus eu, alors qu'ils auraient pu faire des candidatures pour décembre. Mais il n'y a vraiment rien eu. Et quand on leur demande de faire des procédures exceptionnelles, c'est au bon vouloir. Non, merci. Donc on sait pas vraiment comment ça fonctionne, puisque la dérogation, même pour avoir des camarades qui ont assisté à ça, on sait pas comment sont basés les critères en fait d'admission. Des fois il y a des dossiers ils sont en béton, des fois pas, enfin des fois ils le sont un peu moins, et les dossiers en béton parfois ils passent pas, des fois les dossiers un peu plus faibles ils passent. C'est vraiment comme le comité le veut. Et malheureusement on a beau essayer de faire accepter le plus d'étudiants possible, notamment, je vais le raconter ici, si vous voulez poser une candidature et que vous êtes étudiant étranger à Paris 8, venez voir Solidaire étudiant et venez nous demander de faire un dépôt commun, parce que c'est le seul truc qui a une chance de fonctionner, même si ça a très peu de chances de fonctionner. On peut faire un dépôt commun avec 50 dossiers, ça c'est très très chiant administrativement à faire, et pour eux, pour nous c'est pas trop de taf, on a déjà l'habitude, mais ça c'est possible de faire, du coup faites tourner l'info. Okay, bon, donc Solidaire étudiant, pareil, on va définir les termes, c'est un syndicat étudiant pour ceux qui connaissent pas. Chacun a ses avis. Dans le chat, il y a 2 écoles, parce qu'il y a ceux qui les traitent de SOSDEM et ceux qui disent je milite pas avec les SOSDEM, donc je suppose que ça en est pas. Vous ferez votre opinion, mais bon, si en tout cas ils permettent à des étudiants étrangers d'avoir accès à nos belles facs françaises qui sont bloquées à la fin, c'est quand même de très belles initiatives. Si on est SOSDEM, j'attends quand même de voir l'UNEF faire la même chose. On clash, allez, on parle pas de l'UNEF. On va pas partir en clash de syndicats étudiants, on va partir du principe qu'il n'y a personne de bien. C'était juste par rapport aux étudiantes étrangères aussi, comme l'a mentionné Elie, donc il y a déjà précarité au niveau
au niveau financier, comme je l'ai dit, avec le travail qui n'est pas possible, etc. Il y a des heures qui sont délimitées. Aussi des gros problèmes au niveau des papiers, donc précarité au niveau, que ce soit des inscriptions, que ce soit à la préfecture, des titres de séjour qui sont expirés, qui ne sont jamais renouvelés, malgré le fait que des procédures ont été entamées. On a un bureau à la maison d'étudiants qui est dédié à ça, mais on se retrouve avec des étudiants étrangers qui se retrouvent souvent avec des titres morts et des récépissés qui sont pas délivrés. Enfin, c'est une galère sans nom, encore une fois. La précarité aussi, on la retrouve au niveau émotionnel, parce que bon, on est quand même loin de son pays, on est quand même on est précaire, donc le fait de ne pas avoir de sous, de ne pas pouvoir vivre, c'est une précarité, et précarité au niveau du logement. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le Crous de Lille, que je crois, a déclaré a bien admis que, par exemple, les étudiantes venues notamment d'Afrique se retrouvaient envoyés dans les logements les plus insalubres que le Crous avait proposé. Enfin, donc c'est un cercle qui est juste qui est toxique et qui tourne et qui tourne et qui tourne. Donc à tous les niveaux, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau partout. Oui, là on l'a évoqué tout à l'heure avec Tam, mais la question de l'accumulation, c'est un énorme problème, parce que pareil, si on parle on l'a évoqué dans la première capsule, de charge mentale. Donc charge mentale, en gros, c'est un joli mot pour dire que ça casse la tête la situation, et qu'on est en train de se noyer. Et par exemple, j'ai discuté avec des étudiants étrangers, et en fait, en termes de charge mentale, c'est difficile de faire pire que devoir travailler à côté de ses études pour vivre à Paris, pour mener à bien ses études, de devoir faire des démarches administratives auprès de son ambassade ou de son consulat ou que sais-je, pour avoir un visa étudiant, pour pouvoir rester en France, pour continuer ses études. Et en plus avoir la pression de, à chaque fois que tu as un 9, à chaque fois que tu rates un cours parce que tu es en train de taffer, te dire que ton visa il va être suspendu, que tu vas devoir retourner dans ton pays dans des conditions catastrophiques parce que tu sais pas comment ça va se faire, que ça va être une galère sans nom, qu'il y a possiblement beaucoup d'argent qui a été investi sur toi auprès de ta famille parce que c'est une porte de sortie, les études. Je veux dire, moi je suis un investissement pété, hein. Je suis en sciences politiques, j'ai aucun avenir. Mais quand même, genre, c'est un objectif, en fait c'est ultra galère. Et pareil pour ce que tu as dit sur la bourse, j'ai une amie qui a le même problème que toi, elle reçoit sa bourse, donc elle reçoit tout son argent en juin. Donc ça fait que c'est cool, sauf que faut, à notre âge, réussir à prévoir, à calculer. Une charge mentale, encore une fois, voilà. Comment diviser, comment vivre. Et en plus, on le rappelle, la bourse, le plus grand échelon, je crois, c'est 600 quelque chose, mais c'est pas tout le monde qui a cet échelon-là. 550. C'est pas tout le monde qui a cet échelon-là. La bourse, elle est versée que sur 10 mois. Comme on l'a déjà dit, les loyers, c'est pas que sur 10 mois, c'est toute l'année. Donc, comment on paye ça? Et c'était aussi, je parlais de charge mentale et des étudiants, des étudiantes étrangères, donc il y a des étudiantes. Des personnes non-binaires, des personnes LGBTI. Donc au fait, il y a aussi cette charge-là, au fait. Il y a ce truc-là où... il y a le master de genre, l'année dernière, qui a fait une étude là-dessus, qui était quelle est la conséquence de Bienvenue en France, donc la réforme de Bienvenue en France, sur... c'est là cette année aussi, ouais. Cette année aussi, on nous dit en régie. Cette année aussi, on poursuit cette recherche. Enfin, moi, j'en fais pas partie, mais en tout cas, cette recherche, elle est poursuivie. Quelles sont les conséquences de cette réforme sur les personnes LGBTI et sur les femmes de cette réforme qui souvent, peut-être, ne sont pas acceptées dans leur pays. Donc, pas que la France n'est pas homophobe ou transphobe, mais en tout cas... elle l'est, voilà, en région musique, la France est transphobe et homophobe. C'est fact-checké. Avec quoi je suis d'accord, mais parce qu'on aime dire que ces gens-là viennent de ces pays où ces pays homophobes, etc. Donc ils viennent en France, mais la France, c'est pas si mieux que ça. CF, la loi sur la PMA. Voilà. Où les personnes trans n'y ont pas droit, etc. Et donc voilà, en fait, donc cette charge mentale pour, comme tu l'as dit, des meufs qui se retrouvent à devoir payer, on leur dit que leur loyer va être payé en nature, c'est avec du harcèlement, du sexisme qu'elles subissent. Et en fait, on sait que Paris, par exemple, n'a même pas les ressources qui devraient être légales pour traiter du sexisme, donc elles peuvent aller voir personne, elles sont étrangères, donc elles se retrouvent précaires aussi à ce niveau-là, c'est un tout, quoi, donc elles se retrouvent dans des situations qui sont juste impossibles. Oui, c'est justement là où je voulais en venir, donc là on a à peu près vu des situations diverses, et donc ça a été évoqué à l'atelier, donc avec tous les défauts qu'il avait, parce qu'effectivement c'était une prof, c'était Audrey Mariette qui l'a fait,
qui malgré tout reste ma directrice de mémoire, donc on est là. Non, mais elle est bien, votre matière. Elle est top. Une petite pause. Faut soutenir la caisse de grève, les potos. Tout se passe ici, camarades. Ça arrive. Filer de la thune. De quoi ? T'es pas obligé de commenter ça. Non, mais je commente pour qu'en plus ils le savent, pour ceux qui lisent pas le chat. Et la régie ne me parle pas pendant que je fais mon émission. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, si. Et donc, si la question de qu'est-ce qui est mis en place par l'université, donc ils l'ont un peu évoqué dans cet atelier-là, du fait que, en termes d'assistance sociale, de psychologue, etc., de suivi qui est légalement obligatoire dans la fac, normalement, on est obligé d'avoir accès à ce truc-là, à toutes ces choses-là. En fait, c'est pas du tout le cas, et qu'il y a des témoignages qui sont sortis de personnes qui disaient que pendant 3 mois, il y a 3 mois entre le moment où ils prennent le rendez-vous et le moment où la psy accepte de les recevoir. Et on l'a toujours pas évoqué, mais parce que ça n'a pas fait de bruit dans les médias, on n'en parlera pas. Mais il y a eu la tentative de suicide du camarade Anas à Lyon 2. Donc Lyon 2, c'était mon ancienne fac, qui était dans une situation de précarité absolue et qui a donc tenté de se suicider. Et fais gaffe de dire ça quand même. De quoi ? Non, mais je veux dire, c'est un peu chaud comme sujet, du coup. Oui, c'est mais bien ouais, je tempère tout, mais il y a quand même eu cette tentative-là qui a été faite. En tant qu'acte politique. Oui, en tant qu'acte politique, d'ailleurs, il faut le souligner, parce qu'il a fait une lettre très belle qui chargeait nos dirigeants actuels. Et en fait, il y a toutes ces situations de précarité absolue qui s'accumulent. Et on voit que même dans une fac comme Paris 8, avec des présidents qui mettent 8 ans à prendre des dispositions sur Bienvenue la France, qui font tout ce qu'ils peuvent pour couper des mouvements de grève avec le piquet, par exemple, le fait qu'ils aient piqué notre piquet exactement. Toutes ces choses-là, en fait, ça accumule toujours. En fait, il y a vraiment ce truc-là on va pas permettre aux gens précaires, et quand je dis précaires, c'est pour pas dire les prolos, les pauvres et les opprimés, parce qu'on a parlé des minorités sexuelles, on a parlé des handicapés, on peut parler des personnes des quartiers populaires, des personnes racialisées. Enfin, il y a vraiment toute une frange de la population qui est majoritaire, qui se fait bolos en permanence par nos institutions. Et en fait, c'est un gros problème. On sait pas, il n'y a rien qui est fait. C'est même compliqué de demander parce que vu que le basique, le légal est toujours pas mis en place, sur quoi on doit se battre en fait ? Et du coup, on peut se battre sur le légal, parce que moi, du coup, je connais un petit truc qu'on a découvert en faisant la commission de précarité. On a découvert que le secrétariat à laquelle est en charge Marlène Schiappa, l'égalité homme-femme, en fait, ils ont délégué, enfin, il y a des préfets, du coup, et des sous-préfets, et en fait, il y a aussi des gens qui sont chargés de s'occuper des facs. Du coup, il y en a un cabinet qui s'occupe de l'université de Créteil, qui, on attend toujours. En fait, il est censé faire des rapports, il est censé engager des gens, et il n'y a rien qui est fait. Il va sûrement y avoir un petit Grenelle bien sympa avec des gens. Et un numéro vert. Ah oui, Encore un numéro. Je l'ai pas dit, je l'ai pas évoqué, mais le numéro vert payant pour aider les étudiants en situation de précarité. C'est du foutage de gueule niveau 1000. Ou on appelle un numéro payant quand on est en situation précaire pour nous dire, vous savez que le Crous existe ? Ouais, merci, on ne savait pas du tout que ça existait. C'est un scandale, il n'y a aucun soutien. Pour en plus faire le numéro vert du coronavirus gratuit, donc en fait ils sont capables de faire un numéro vraiment gratuit. Ouais, il y a vraiment un choix de nos dirigeants politiques pour dire, mais vous on s'en bat les reins de votre vie, de vos problèmes, parce qu'en soi, et on peut même lier ça avec la première capsule, donc t'étais pas là Sandra, je sais pas si tu l'as vu, et tu n'étais pas là Elie non plus d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, mais c'était sur la LPPR, donc je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, c'est la loi pour... la programmation pluriannuelle de la recherche. Programmation pluriannuelle de la recherche, c'est ultra chiant à dire, donc on va dire LPPR, mais en gros c'est une précarisation du monde de la recherche, qui est déjà précaire, et ouais, enfin moi je suis rentré j'ai choisi la science politique parce que j'aime bien le sujet, mais j'avais aucun espoir de réussite professionnelle avec ça. Et en fait, même si au fond de moi j'en avais un cachet, un minimum, en fait il vient de se faire dégommer par ce projet de loi-là, qui consiste à dire, ce que vous étudiez, si ça met pas en valeur le capital, ça n'a aucune valeur pour nous, donc on ne le financera pas. Et donc voilà, on va juste vous laisser crever un peu plus, sauf que dans notre cas, nous qui avons étudié ça, on crevera avec les raisons qui ont fait qu'on crève. En fait, on est au courant de ça. Donc voilà, je suis au courant des oppressions qui vont me foutre dans la merde, et je le vis super bien. C'est la charge des sciences sociales. La charge des sciences sociales, une nouvelle charge mentale. C'est ça, si vous faites par exemple, si
t'es en sciences politiques, t'es en sociologie, etc. et que tu veux être doctorant et faire une thèse et sur un truc, au fait, tu vas chercher comment le gouvernement finit par précariser des personnes déjà précaires, etc. T'es pas validé, au fait. Et c'est aussi une manière de se dédouaner, de se cacher, où il n'y a pas de recherches qui sont faites sur ça, au fait. Et finalement, on finit avec des recherches, je sais pas comment le marketing peut être encore plus rentable, ou des trucs comme ça. Enfin, on rentre dans ça. On rentre dans un truc où les profs, vous savez un peu pour être PPR, je sais pas si ça a été expliqué, mais les profs sont en concurrence, au fait. Il n'y a plus de titulaires, il y a très peu de titulaires. Pour être titulaire, il faut vraiment être vraiment archi favorisé, être vraiment dans les bails que la fac, que l'université de Macron veut. Faut vraiment être dans un truc. Il y a aussi un truc de concurrence, au fait. C'est qu'il n'y a plus du tout de solidarité entre les doctorantes et les titulaires. C'est vraiment concurrence pour peut-être obtenir un jour une titularisation. C'est des longs CDD qui sont créés, au fait. CDD de 6 ans, tu fais ta recherche, si on la valide, et si on la valide pas, tu dégages. Et même quand tu fais ta recherche, t'es pas payé. On l'a vu avec... ça a été fait sur les réseaux, et c'est fait au niveau des facs, avec les témoignages, au fait, des différents vacataires qui parlent et qui sont payés 3 € de l'heure, qui sont payés une fois tous les 6 mois, ou au bout d'1 an après. C'est déjà la merde, au fait. Et avec les PPR, ça va juste empirer. Ouais, ça va juste empirer. D'ailleurs, on peut parler même des revendications étudiantes, parce que du coup, moi, je connais un peu les revendications de solidarité étudiante, évidemment, mais elles sont identiques depuis peut-être 10 ans, ce qui est assez regrettable, dans le sens où il y a la revalorisation de la bourse, par exemple, remettre des logements Crous à niveau, reconstruire des logements Crous, réquisitionner des logements. Et ça fait 10 ans qu'on dit c'est les mêmes choses, et ça fait 10 ans que la situation même plus, ça fait depuis le processus de Bologne, mais j'ai dit 10 ans. Alors comme ça. on va balancer des petites références. Processus de Bologne, qu'est-ce que c'est? Parce que je connais pas personnellement. Du coup, le processus de Bologne, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est un traité qui a été signé dans les années 90 et 2000, qui était en préparation puis il a été signé. Et de ce processus découlent toutes les lois liberticides et qui précarisent l'université, qui la détruisent, en fait, tout simplement. Donc il y a eu par exemple la CPE en 2001, il y a eu la LRU en 2009. Alors, tous les trucs, il faut les détailler parce que j'en connais aucun. Je connais pas la CPE, okay. Je connais pas la CPE, la LRU je connais pas non plus, mais vu que je balance les références, au moins les gens ils savent qu'il y a des lois. Il faut balancer des fact-checks. Mais du coup, sur la CPE... Ouais, non, vas-y, sur la CPE, il y a eu une énorme mobilisation étudiante, on a perdu. Sur la LRU, il y a eu une énorme mobilisation étudiante, on a perdu. D'ailleurs, nos profs, c'est pour ça qu'ils sont super mous, en fait, sur cette lutte-là, parce qu'ils ont le souvenir de la LRU, ils se sont mobilisés autant, voire plus, et là, ils ont l'impression qu'on va perdre. Donc c'est pour ça qu'ils ont l'impression que sur celle-là, on va perdre. Sauf qu'ici, on est plus précaire, on n'a pas le droit, en fait, de perdre, on peut pas se le permettre. Et du coup, après la LRU, il y a eu Bienvenue en France, il y a eu la loi ORE, et il y a eu la loi Fioraso. Et la loi travail, la loi grande mobilisation. Je fais une petite pause vite fait. Alors il y a Dani Caligula qui nous a envoyé un message qui dit du coup vous parlez pas de rap. Donc je suis très content que tu aies capté la référence à la truc déjà, à la capsule. Et donc non, j'aimerais bien faire une émission sur le rap en termes de culture symbolique et de culture légitime, etc. Mais c'est pas le thème d'aujourd'hui, parce que le thème d'aujourd'hui c'est la précarité étudiante, c'est notre situation à nous, et ça sera la première. Donc viens la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais pas trop quand, et t'auras le droit à une petite session rap, mon avis, mes préférés, mes playlists, et plein d'autres choses encore. Excusez-moi, je vous ai coupé. Moi je veux bien rapper. Maintenant on fera ça à comment ça s'appelle, à l'émission où je parlerai de rap au pire. Et donc ouais, voilà, pour revenir à la précarité étudiante, je trouve aussi qu'il y a on est dans une époque où on demande plus vraiment ce qu'on veut. Enfin, ce que tu disais tout à l'heure, on demande les mêmes choses depuis 10 ans, mais même ce que tu dis ce que tu dis toi, revaloriser la bourse, faire des logements, revaloriser les logements Crous, etc. Et pour moi c'est pas une solution, c'est des réformes, c'est des aménagements qui sont mieux, c'est évident, ouais. Et il faut se militer pour ça. Mais en fait, si les seules actions qui sont portées par Solidaire ou par tous les autres syndicats ou par tout le monde, c'est on veut améliorer la bourse, en fait le point de négociation, ça va être combien d'argent on revalorise en fait. Si on veut faire passer la bourse à 1000 balles, on fera passer la bourse à 1000 balles et on vivra comme... c'est Macron qui avait dit qu'il vivait avec 1000 euros par mois. Voilà. Ce qui n'est pas vrai, je suis sûr, mais par jour. Il se fout de la gueule du monde. Mais en tout cas,
ça résout pas le problème en fait. Il y a des questions sur l'accès, par exemple, moi je considère que genre l'accès aux études supérieures ne devrait pas être dépendant de l'obtention du bac, par exemple. Je suis pour une suppression du bac, mais je suis aussi pour autre référence que je suis chaud à placer dans l'émission en permanence sera Bernard Friot, mais c'est des exemples. Mais effectivement, mettre en place un salaire étudiant et valoriser notre activité comme étant un vrai travail de réflexion, une formation. Je veux dire, quand tu es en train de te faire former pour n'importe quel travail, tu es payé pour cette formation-là, et nous on est en train d'être formé à un savoir qui est ultra compliqué. Là par exemple et pareil, on peut lier ça au thème de l'université ouverte, mais l'université ouverte elle est très critiquée parce qu'on n'est plus dans le thème de l'université classique où on a des cours avec des profs qui nous apprennent des trucs. Mais là, moi, dans ce projet-là de Twitch de Paris 8, j'ai appris vraiment masse de trucs sur des sujets que je n'avais pas prévu d'apprendre. Je suis devenu community manager par défaut, alors que c'était une profession que je détestais et que je continue à détester, mais maintenant j'en fais partie. Chacun ses incohérences. Et ouais, voilà. Et pareil, là, je suis devant une caméra, donc je suis obligé de me forcer à regarder une caméra. Il y a plein de savoirs nouveaux que j'ai appris. Et qui sont pas reconnus comme du travail, alors qu'ils peuvent être utilisés et valorisés même dans un marché capitaliste, même si je souhaite sa mort, il est quand même valorisé. Non mais je suis d'accord avec toi, en fait là on se crée, tout à l'heure j'ai entendu, je parlais de Bourdieu, j'ai pas trop suivi, mais il y a un capital militant qui est en train d'être créé en fait, c'est que t'es en train d'apprendre plein de trucs, c'est que pareil moi je suis en infocom et en vrai on n'apprend pas à être community manager, je l'ai appris avec la lutte quoi, c'est là où je dois gérer plein de trucs, tu dois faire des affiches, tu dois gérer des Twitter, des Facebook, tu dois faire des événements, tu dois savoir comment militer, tu dois savoir comment... Stream. Paris 8 en lutte aussi. Paris 8 en lutte aussi. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un capital qui est créé. C'est un capital pas reconnu parce que de toute façon, le capitalisme ne veut pas reconnaître un capital militant, ça ne l'arrange pas. Mais c'est des savoirs en fait qui sont appris, on peut pas nier. Moi aussi, il y a beaucoup d'étudiants dans mon UFR qui disent oui, mais on rate nos cours, etc. Ouais, mais en fait, les cours que tu as, ça passe chaque année et au fait là c'est des cours qui sont exceptionnels, tu les reverras plus jamais, c'est des profs qui commencent à faire des trucs qui sont vraiment dans le mouvement, enfin il y a plein de trucs qui sont faits avec les gilets jaunes, avec le moment de la grève, comment se mobiliser, enfin on a vu le programme de l'université ouverte d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur les réseaux, au piquet de grève il y a un programme avec tous les séminaires, les ateliers etc. où finalement on apprend tellement de choses dedans que ça doit être reconnu en fait. À un moment, et aussi je voulais dire par rapport aux étudiants étrangères, il y a un atelier / réunion des étudiantes étrangères qui n'est pas en non-mixité, ça veut dire que c'est pas que les étudiantes étrangères qui sont invitées à y aller, qui se déroule chaque mardi à 15h. La salle c'est B237 pour le moment, si ça change en tout cas ça sera affiché partout, mais en tout cas pour venir discuter au fait de ce que subissent les étudiants étrangers, comment par exemple les nationaux peuvent les aider, comment gérer ça, même des étudiants étrangers qui ne savent pas quoi faire dans certaines situations. Donc c'est un atelier, une réunion qui sont là. Et voilà, ça c'est archi important en fait. Okay. Alors je fais un petit point chat parce qu'on a Homo Sociologicus 1 qui m'a l'air d'être incroyable parce qu'il nous a fait un détail complet des différentes attaques. Je le connais. Ouais, des différentes attaques qui ont été infligées à l'université française. Donc la loi CPE, c'est la loi contrat première embauche qui fera s'élever en 2005 des millions de personnes dans la rue. La loi LRU, c'est relative aux libertés et responsabilités des universités. Et en gros, ça sera suivi ensuite par la loi RE. C'est rendre plus indépendantes les universités par rapport à l'offre qu'ils proposent. Et donc la loi RE qui s'est fait il y a 2 ou 3 ans, je crois. J'ai milité contre quand j'étais à Lyon, je ne me rappelle plus dans quelle année. Il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ans, 2018. Donc c'est la sélection à l'université. Donc sûrement ceux qui regardent, vous avez entendu parler de ça, la réforme de APB, etc. Et en gros, c'est mettre en place la sélection à l'université. Et encore une fois, les personnes précaires qui peuvent avoir du mal à obtenir leur bac avec des bonnes notes, qui habitent dans des régions, dans des zones qui sont précarisées et surtout très mal vues, pas du tout légitimes, sont foutues à la porte avant de pouvoir rentrer. En gros, c'est l'équivalent d'un videur en boîte. Et en fait, toutes ces petites lois, petit à petit, donc ça s'est fait sur la loi RE, tu m'as dit, c'était au début des années 2000.
Le processus de Bologne, tu veux dire? Ouais, processus de Bologne, c'est années 80. C'est début des années 2000. Début des années 2000, donc en gros 99, voilà. De 1999 jusqu'à 2018, en fait, il y a plein de petites lois qui petit à petit bouffent notre indépendance en tant qu'université, nos moyens d'action, et on se retrouve avec une université qui refoule à l'entrée des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, qui leur ferment les portes d'un savoir qui est ultra utile et ultra important. C'est ce que tu disais avec le capital militant. En fait, le militantisme, il est absolument pas nécessaire d'aller à la fac pour en avoir, hein. Les gilets jaunes en témoignent, et je ferai une émission sur les gilets jaunes dans les semaines qui vont venir. Mais c'est quand même un lieu ultra important pour conceptualiser la lutte, conceptualiser des concepts ultra compliqués. On l'a vu avec le lobby queer juste avant. C'est ultra important d'avoir des conceptualiser. En gros, c'est juste penser les termes et penser les problèmes, juste penser le capitalisme, c'est vraiment juste définir qu'est-ce que c'est que le capitalisme, comment on peut lutter contre, qu'est-ce que c'est le communisme, qu'est-ce que c'est un syndicat, et tous ces termes-là, on a besoin de personnes, on a besoin nous-mêmes de nous les approprier et de les comprendre. C'est pour ça que je suis un peu contre ces profs, là, toi tu les as chargés un peu tout à l'heure, mais ce postulat qu'il faut aller avoir fait des études et qu'après avoir fait des études, on va aller expliquer aux pauvres ce qu'ils n'ont pas compris en fait. C'est aux pauvres, aux prolétaires d'avoir accès à ce savoir-là. Si je peux rebondir là-dessus, ça c'est le cas donc déjà pour les profs qui sont pas très mobilisés, qui disent voilà vous allez en cours, mais c'est aussi un truc donc je pense que Tam va en parler tout à l'heure, mais au fait les profs qui font aussi, il y a plein de profs qui sont en grève et qui font des cours alternatifs, donc pas très logique, définition de la grève, arrêt du travail, donc on comprend pas trop, et qui font ces cours alternatifs et qui pensent faire ces cours alternatifs pour nous. Je vais citer le grand Éric Fassin qui a dit que si les étudiantes n'avaient pas de cours alternatifs, ils étaient perdus dans la nature. Non, Éric Fassin, on n'est pas perdus dans la nature. On n'a pas besoin de cours. Ouais, on n'a pas besoin de cours. En fait, nous, les étudiants, on est mobilisés. Enfin, moi, je vois plein de profs qui se sont réveillés avec la réforme des retraites, mais aussi surtout pour LPPR. On est mobilisés chaque année pour les différentes réformes. Enfin, je veux dire, bienvenue en France, j'ai pas vu trop de profs mobilisés dessus. Et nous, on est mobilisés depuis le geste du camarade de Lyon 2, au fait, qui était contre la précarité étudiante, qui était un acte politique, encore une fois, qui a été pas dit comme tel, mais c'était un acte politique. Et nous, on s'est mobilisés depuis ça. On faisait des AG au début où on ne voyait pas ces profs-là, qui maintenant se mobilisent. Et au fait, on n'a pas besoin de cours alternatifs. On crée un capital militant, et c'est très bien qu'on ait une université ouverte, où on va dans des séminaires alternatifs, où tout le monde peut aller, au fait, où il y a un piquet de grève, où on peut discuter avec les profs, où on fait des manifs, où on fait des carnavals, enfin, il y a un carnaval de grève qui s'organise, etc., où on fait un stream, mais on n'a pas besoin de profs qui doivent nous faire un cours pour nous expliquer qu'est-ce qu'est la lutte. Enfin, en tout cas, c'est ça aussi sur quoi je voulais rebondir. Le capital militant aussi, c'est nous qui le créons, et c'est pas aux profs de le créer pour nous, en fait. Et la fac, elle est à nous, au final. C'est là qu'on le rend compte. On se rend compte, elle est à personne, sauf à nous. Sauf qu'on a l'impression qu'elle n'est pas à nous. On nous l'enlève un peu tous les ans, un peu plus, et même les profs veulent nous l'enlever. On a l'impression qu'on n'a pas de force, et pourtant, dans ce genre de solidarité, on voit qu'on peut être unis, quoi. D'ailleurs, je peux me permettre de rajouter une petite référence bibliographique pour les références de la LP, de toutes les lois. C'est Sophie Orange, l'université n'est pas en crise. Elle est aussi disponible en conférence sur YouTube. Du coup, c'est pour tout le monde. Alors, il y a une question ultra pertinente que je pense à son importance. C'est du coup, certes, mais elle est où la grosse moula? Alors, c'est un peu la question qu'on veut tous savoir. Et en fait, la moula, on ne sait pas trop. Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas dans mes poches. Parce que, je l'ai dit avec Tam, mais on l'a évoqué tous ensemble, moi j'ai pas de thunes, et il y a des gens qui en ont. Il y a des gens qui en ont énormément, il y a un problème de répartition des richesses, ou même de... impressionnant, on ne savait pas. C'est fou le capitalisme. C'est fou le capitalisme. Et donc, alors attends, c'est quoi il en parle mieux de la pression des thunes, et oui, la sociologie, les pauvres ils comprennent pas, bon je suis pas d'accord avec toi, mais ça se trouve on est peut-être un peu trop
un peu trop studieux. Et pour le rap, je t'ai dit, on fera une émission dédiée au rap dans quelques semaines. D'ailleurs, la moula, je balance ça pour dans le vide. Hein. On sait jamais sur quelles oreilles ça peut tomber, mais il y a une petite lettre avec un gros chèque qui a été adressé à la Paris 8 après les dégradations de 2018. Je dis ça comme ça. Comment ça ? C'est-à-dire s'il y a par hasard des étudiants après le 5 décembre qui ont envie de faire de la dégradation, quoi. Enfin, on nous dit que c'est grave, mais ça va être payé par l'État au final, et genre ça n'a aucun impact sur le budget de la fac. Et parce qu'on peut noter la rapidité avec laquelle la présidence, on la salue encore une fois, repeint tous les tags qui sont faits, tous les messages qui sont postés, parce que notre fac, pour ceux qui n'ont jamais foutu les pieds, vous n'êtes pas obligé de venir, on s'en fout, mais il y a des tags partout, il y a des messages politiques qui sont dessinés, qui sont peints, c'est ultra stylé. Et en fait, la présidence passe son temps à les repeindre. Ce qui n'est pas gênant parce qu'on repeint dessus, mais quand même. Le B2 pue la peinture parce que je sais pas pourquoi en plus en plein milieu de la mobilisation elle s'est dit que c'était une bonne idée de repeindre, un truc qui va être retagué demain. Mais voilà, donc la présidence, sur ça elle est à l'affût. Pour le reste elle n'entend pas, mais dès qu'il y a un tag, il y a de la peinture. C'est fou. Hein. Tous les bâtiments sont repeints toutes les années. Donc même si les tags ils restent jusqu'à la fin de l'année, ils sont repeints, il faut retaguer. C'est triste, il faut retaguer l'année d'après. Oui, pardon, la régie qui me parle encore. Mais oui, et donc, alors après, après, attention, parce qu'il faut quand même voir sur quoi est pris le budget des réparations. Mais en fait, cette question-là, c'est pas trop notre problème, parce qu'on n'a pas vraiment. Là, le truc des réparations, moi, j'ai pas vraiment besoin qu'ils repeignent les murs pour qu'il n'y ait plus écrit Sauvons le Rojava ou à mort le patriarcat sur les murs. Ça me dérange pas, j'ai plus besoin d'avoir des profs qui sont payés et que quand ils viennent me voir, j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de pleurer sur place parce qu'ils ont toujours pas été payés depuis 3 mois. C'est-à-dire, la question du où est-ce que par le budget, c'est pas la truc pertinent, c'est qu'il y a un budget qui est alloué à préserver la qualité de vie de la fac, mais pas la qualité de vie des gens qui sont à la fac. Donc moi, je m'en fous, franchement. Voilà, si on veut parler de conditions matérielles, enfin, je sais pas, il y a déjà des salles où on est je ne sais combien par classe, où il n'y a pas assez de chaises, pas assez de tables. Ramenez des chaises et des tables. C'est ça, si vous voulez vraiment investir dans le matériel. C'est pas la peinture, enfin, ce qu'il y a au mur, ça nous dérange pas, enfin, ça fait même plaisir ou pas. Moi, si je rentre dans une salle et je vois à bas le patriarcat, j'ai encore plus envie d'aller en cours. Que c'est pas du tout un truc qui va me pousser à ne pas aller en cours, mais en fait le matériel, voilà, c'est que vous pouvez repeindre à bas le patriarcat, par contre payer vos vacataires à l'heure et ne pas les payer 3 heures de l'heure, ça c'est pas possible. Donc vraiment la question se pose là. Alors je vais répondre à Dani Caligula, mais ça va être la dernière fois parce que je vois bien que tu as envie de me parler de rap et que tu as envie qu'on discute de qui est le meilleur rappeur. La réponse c'est Booba, il n'y a pas de débat. Et donc, j'ai grandi en foyer, pourtant je connais la socio. Donc, de fait, si j'ai bien compris ton argument, c'est t'es pauvre, mais toi tu comprends la socio, mais les pauvres comprennent pas. Donc, soit t'es un surêtre, soit ça se contredit, c'est pas logique. De fait, moi j'ai un ami de pauvre et je comprends la socio parce que je m'y suis intéressé et que j'ai fait mes études là-dessus. Et on essaie quand même de faire, on a balancé 3-4 références qui étaient peut-être un peu chiants, mais on ne pouvait pas utiliser le terme capital culturel ou capital militant sans parler de Bourdieu. Et en plus, à Booba, je suis d'accord. Bon, c'est cool. La prochaine émission sur... alors, présent, on va pas faire... C'est qui Plouf Plouf du 93 ? Alors, c'est pas aujourd'hui le débat sur le rap, on fera ça une prochaine fois. Est-ce qu'il y aura des meufs ? C'est possible, là. Excuse-moi. Ouais. Pour l'instant... vous allez faire un truc sur le rap sans des meufs ? Pour l'instant, non, mais l'émission n'est pas encore faite. Jamais. Et des racisés, s'il vous plaît. Et des rappeuses aussi. La régie soutient Jul. Alors la régie n'a pas le droit de parole. C'est absolument pas le débat. Je me fais truster l'émission comme un porc. Et sinon, vu que moi je fais de la socio, je peux parler un peu de ce que je comprends de la socio en tant que classe populaire. Pour moi, il y a tout le monde qui fait de la sociologie et c'est hyper méprisant de dire que les gens comprennent pas la sociologie parce qu'ils n'ont pas des outils. Les scientifiques dans leurs universités, dans leurs petits bureaux en or, ils font que foutre des mots compliqués sur des concepts hyper simples. C'est super facile et super intuitif de comprendre ce que c'est un capital économique, un capital symbolique. Après, quand on parle de termes genre de champ chez Bourdieu, c'est sûr que c'est plus complexe à comprendre. Genre même les sociologues n'arrivent pas à le comprendre. Du coup, si on parle avec des gens, si on parle avec des pauvres, si on n'a pas peur de le dire, on peut parler de pauvres. Si on parle avec des pauvres,
on se rend compte qu'ils ont tous une analyse sur la société, ils ont tous de l'autoréflexivité. Donc autoréflexivité, ça veut dire de la réflexion sur leurs propres pensées, sur leur propre discours et sur ce que ça véhicule. Et franchement, tout le monde en est capable, hein. C'est vraiment complètement normal. Et du coup, il faut vraiment arrêter ce discours-là. Si je peux intervenir là-dessus, personnellement, pour quelqu'un qui est pauvre, qui vient de banlieue, etc., je comprends totalement la réticence par rapport à ces mots-là. Mais il y a des mots, par exemple, qui sont juste importants à utiliser. Par exemple, des fois, on va vouloir parler de capitalisme, mais il n'y a pas d'autres mots à utiliser. On va pouvoir parler de charge mentale, qui est un truc très spécifique. Par exemple, la charge mentale des meufs, que ce soit dans un couple, que ce soit à la maison, etc. Et au fait, à ce moment-là, on ne peut pas utiliser un autre mot que charge mentale. C'est des mots qui ont été créés, peut-être par des gens bourgeois et tout, ça, je ne suis pas du tout contre. Mais c'est des mots qui sont créés et qui sont très importants parce qu'on ne peut pas remplacer certains mots par d'autres. Mais après, le truc, c'est qu'il faut que la connaissance, elle soit horizontale, au fait. Et c'est pour ça que là, il y a vraiment la nécessité d'utiliser des mots qui doivent être utilisés, qui sont importants, mais de les expliciter. Et je suis désolée, moi aussi je suis pauvre dans le quartier populaire, mais faut pas aller non plus dans le bail classiste qui est ces mots-là ils sont compliqués, les pauvres les comprennent pas, les pauvres comprennent très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je suis d'accord avec toi, mais par contre c'est vrai que je suis aussi d'accord avec Ellie quand il dit qu'il y a une tendance dans la sociologie et Bourdieu utiliser des mots compliqués. Non, ça je suis d'accord. Compliqués, ultra galères. Les bourgeois quoi. Ouais, voilà. Ça aime bien rester dans son cercle. Voilà, il y a des mots qui, même pour moi avec Lio, je trouve que c'est un mot qui sert à rien en fait, c'est un mot un peu pompeux pour dire la même chose, mais voilà, la précarité, c'est un mot qui peut paraître flou en fait, alors que c'est juste, tu manques de quelque chose, c'est un manque de thunes, un manque de logement, un manque de ceci, un manque de cela, et capital culturel, en fait, c'est juste, ou capital économique, c'est où est-ce que t'es né, donc genre, pour moi, capital culturel et capital économique, c'est t'es né bourgeois, donc t'es un bourgeois avec, tu vois, par exemple, l'habitus, c'est un concept ultra important pour Bourdieu, excuse-moi, c'est chiant à expliquer à quelqu'un, l'habitus, donc en gros, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le résultat de ton éducation dans un milieu précis avec des codes et avec les codes que tu as connus. Donc en gros, c'est ta socialisation. Ouais, mais socialisation pareil, c'est un terme chiant. Donc c'est vraiment en gros c'est ton vécu. Donc si tu es né je vais prendre le mien, si tu es né au fin fond de la campagne avec un père cheminot, une mère surveillante de nuit et qui n'ont pas fait d'études, t'as une ligne directrice qui est différente de la tienne par exemple parce qu'on n'a pas la même, de celle d'Elie ou encore une fois du fils de Bernard Arnault ou de la présidence. Tiens, non mais clairement, non mais moi je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est aussi ça le classisme, c'est on va utiliser des mots archi compliqués entre nous, petits bobos sociologiques, voilà, on va utiliser tel mot, mais au fait il y a aussi voilà, ce que je disais c'est que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va pas comprendre ces mots-là, c'est aussi là où j'ai vu ce truc-là revenir un peu et c'est aussi classiste dans l'autre sens où, au fait, non, pour les personnes précaires, non, les personnes précaires savent très bien comprendre des mots qui sont très compliqués et juste, il y a des mots qui sont utilisés et qui sont vraiment pour le coup, c'est se compliquer la vie à utiliser des mots compliqués pour dire des choses simples. Où là c'est ce truc là de encore une fois bobo sociologue, mais il y a aussi des mots qui sont juste très importants parce qu'ils mettent vraiment le doigt sur, moi je sais pas, quand j'ai appris le mot charge mentale, c'était ok, il y a un mot qui dit exactement ce qui est ce truc là qui est vécu par plein de meufs, etc. Et c'est un mot archi important qu'on peut pas remplacer par autre chose, donc il y a aussi ça, donc il y a un peu des deux quoi. D'ailleurs je pense que les pauvres comprennent beaucoup mieux les termes compliqués sociologiques que les droitards. Je suis d'accord. Exactement. Quoi de mieux pour finir, pour conclure ce truc. Alors je vais vite fait au chat. Donc il y a Homo Sociologicus qui dit: tu as plus de chances d'aimer les canards si tu es né avec des adorateurs de canards. Est-ce que tu nous racontes ta propre vie? Tu as tout à fait le droit. Mais je vous ai épargné une thèse sur Bourdieu. Donc Homo Sociologicus est fan de Bourdieu apparemment. C'est un bourdieusien, ok. Vous connaissez les raps d'Olivier Besancenot? Non, et j'ai franchement pas envie d'essayer. Et du coup, alors les droitards, ils comprennent mieux le marxisme que la plupart des gauchistes. Il suffit de voir comment Soral manipule les concepts. Je peux pas être d'accord, les amis. On se demande de quel bord politique tu es. Ouais, et c'est un facho, c'est pas qu'un droit. Il y a peu de gens intéressés par le langage universitaire. Alors je suis pas vraiment d'accord avec toi, Dani Caligula, sur la question de les droitards comprennent mieux le marxisme que la plupart des gauchistes, parce qu'en fait les droitards et les gauchistes ça veut rien dire en fait. Tu parles de qui exactement? Personnellement il y a plein de gauchistes qui comprennent très bien le marxisme et
Et il y a plein de droitards qui le comprennent absolument pas. Je veux dire, le truc des gens de droite qui ont des a priori sur le marxisme ou sur toute idéologie de gauche, on prend le marxisme, mais il y en a d'autres, et qui vont les imposer. Genre, moi, j'ai pas vu tant de droitards que ça être spécialistes du marxisme ou de quelques idéologies de gauche, mais il y en a évidemment, c'est pas tous des teubés, ils ont juste tort, hein, c'est pas très grave. Hein. Et il a parlé de qui là, pardon? Il a parlé de Soral par contre. Oui, et par contre, Soral, c'est juste un droitard, c'est un grand facho. Donc, oui, c'est un grand facho. Qui a été condamné pour antisémitisme et négationnisme, rappelons-le. Donc c'est pas n'importe quoi. Et qui accessoirement est typiquement le genre d'être humain à être né dans un milieu. Enfin, lui c'était un bourgeois dans son truc, et il était de gauche. Enfin, c'est l'équivalent d'un Daniel Cohn-Bendit qui est parti plus à droite que Cohn-Bendit, quoi. Donc ça va pas. Vous pensez que je suis de droite? Bah, à vrai dire, non, je pense pas grand-chose de toi. Désolé, Daniel Caligula, on s'en fout. Mais t'as le droit, hein. Juste t'es pas au bon endroit, quoi. C'est bizarre, mais t'as le droit de rester là. On va juste bâcher pendant tout le reste, toutes les émissions, si tu le laisses. On est que des gauchos là, on est que des gauchos. Il y en a qui se perdent des fois, et ils se réveillent au milieu des gauchos. Ouais, après ils veulent se confronter à l'adversité. Mais pour revenir, donc peut-être il reste combien de temps dans l'émission? 5 minutes, ouais. Donc on va peut-être finir sur une petite conclusion pour parler de ça, donc sur la précarité et sur tout ce qu'on a évoqué. Donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Ellie? Non, je saurais pas. Tu saurais pas? Moi, c'est juste, encore une fois, n'oublions pas les étudiants étrangères. N'oublions pas qu'elles, elles n'ont pas accès à la bourse. N'oublions pas que Bienvenue en France est toujours appliqué. Que si on parle d'un salaire étudiant, oui, qu'il faut aussi, je pense que les profs sont un peu dans une optique de défaite depuis la loi CPE, etc. Mais notre génération aussi, enfin nous, ce qu'on a connu, moi quand la loi travail est sortie, j'étais au lycée, donc on a connu la loi travail, on a connu la loi Heureux, on a connu les réformes néolibérales qui s'enchaînent et que des échecs, pour le coup, on peut le dire. Et donc aussi notre génération, aussi pour ça, a du mal à se mobiliser, il faut pas oublier ça. Que des réussites on n'en a pas trop parce que c'est dur, et donc faut aussi dire aux étudiants et étudiantes que si le travail que vous fournissez à la fac c'est un travail, et que demander un salaire étudiant c'est pas fou, c'est pas un truc imaginé, c'est un truc qui est milité depuis des années et qui on a l'argent pour le mettre en place. Il faut le mettre en place et c'est pas une idée folle, qu'il faut évidemment inclure les étudiantes étrangères dans un salaire étudiant et dans les bourses en fait. Du coup, je vais m'en souvenir. Je suis obligé de faire une dédicace à Paola pour ses clés. Merci beaucoup, Paola. Et sinon, ce que j'ai envie de dire pour les étudiants et étudiantes, c'est continuer de faire la fête, en fait. Continuer de vous amuser. Faut pas que ça vous empêche, en fait, de vivre toutes ces thématiques-là. Je sais que moi, je vis assez mal, mais franchement, après 2 verres, on le vit un peu mieux et on se dit, c'est pas si grave. On arrive à passer à autre chose. Et moi je vais finir sur une thématique un truc un peu plus général, mais en fait je trouve que le gros thème qu'on doit questionner en fait, c'est l'idée que c'est relativement logique même avec un salaire étudiant que toute la période des études et même la période de la jeunesse de manière générale soit un moment de galère en fait, et c'est ultra romancé dans la pop culture de manière générale et même dans le rap. On pourra faire un lien avec le rap à la prochaine émission, Daniel Caligula, on aura ça, mais ouais en fait il y a grave cette idée là que entre le moment où on arrête en gros l'école et le moment où on commence à choper une vie de famille, un travail stable, etc., et qu'on rentre dans un peu une routine un peu pépère, il y a des années de galère qui sont obligatoires, en fait, qui sont un passage obligé qu'il ne faut pas questionner. En fait. Les études, c'est un moment où tu dois être sous pression en permanence parce que tu dois faire des devoirs, tu dois rendre des dossiers, tu dois réfléchir en permanence. Et en plus, pour une majorité pour une grande partie des étudiants, je dirais pas majorité, je n'ai pas les chiffres devant moi, ça implique aussi de travailler, donc d'être déjà à moitié dans le monde du travail, d'être exploité, qui est pareil un terme technique qui est pour moi ultra important parce qu'il revêt quelque chose de précis. Donc ouais voilà, l'exploitation c'est quelque chose de très précis, et en fait faut vraiment aller jusqu'à questionner, il faut pas juste à mon avis dire on a besoin d'un salaire étudiant pour mieux vivre. On a besoin de se dire que les études c'est un moment d'enrichissement personnel où on doit apprendre des trucs, mais aussi on doit vivre des trucs ultra stylés, participer à des mobilisations, participer à des manifs. D'ailleurs il y en a une le 5 mars et 14 mars le Gilets jaunes. Un blocage. Une répétition du blocage et du sbeul qu'on va mettre le 27. Donc soyez à la fac le 27. 27 à la fac, le 5 mars. De quoi ?
Ouais, c'est pour ça moi je parlais hors de la fac. Hein. Mais il y a le 5 mars, grosse mobilisation fac et labo en lutte. Il y a la journée pour le droit des femmes le 8 mars qui va se passer quelque chose aussi. Et il y a le 14 mars, gros mouvement des Gilets jaunes qui sera le thème d'une prochaine émission. Parce qu'ils sont ultra importants aussi dans le monde du mépris de classe et de la récupération politique par les classes populaires. C'était juste pour ajouter par rapport à la précarité. Donc oui, tu as dit c'est une période de galère et tout pour les étudiants, même pour les étudiants de classe moyenne par exemple, pas forcément de classe pop, mais pour des personnes de classe pop, c'est que la précarité, bah voilà, ils l'ont depuis elles sont enfants, parce que leurs parents ou leurs tuteurs sont dans la précarité. Cette précarité, elle fait que s'accentuer quand ils font des études, et si ils et elles peuvent faire des études. Et c'est souvent des études, par exemple un BTS ou quoi, pour vite avoir un travail. Donc cette précarité, c'est avant les études, pendant les études et après les études. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut lutter contre ça pendant cette période. Alors c'est la dernière minute. Alors je réponds à la juste dernière question. CDD, moi j'en ai un, je taffe à côté de mes études. Tu taffes ? J'en ai pas. Tu taffes à côté ? Non. Non, bon alors je suis le seul à avoir un travail à côté de mes études personnellement. Voilà, je réponds à la dernière question. C'est la fin de l'émission, donc on va passer à la prochaine capsule. C'était cool. Caisse de grève. Quoi d'autre, caisse de grève, c'est déjà cool. Donner de l'argent. À la semaine prochaine, évidemment, sur le rap ou les gilets jaunes ou un autre truc qui m'intéressera. Vous verrez bien, je m'en fous.